Bonjour, ici Mégane Perrault et bienvenue sur votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, on nous parle du nouveau livre de Yami Ogo, Bassirou Yami Ogo avec Kenza Shafik, d'une nouvelle marque de vêtements pour hommes avec Maxime Tremblay-Gauthier, du festival 2 jours à vivre avec Rosalie Fitzmaurice, d'un nouveau groupe de musique avec Sydney McFadden, d'une nouvelle initiative pour l'Halloween avec Anne-Laurie Gaudreau. Mais pour l'instant, je m'entretiens avec Léonie Roy sur les 25 ans de la Ligue d'improvisation étudiante de Jonquière. Bonjour Léonie. Bonjour. Alors, peux-tu m'expliquer de quelle manière la Ligue d'improvisation étudiante de Jonquière a-t-elle décidé de célébrer ses 25 ans? L'Alliage a décidé d'organiser une soirée d'improvisation regroupant d'anciens et d'actuels joueurs de la Ligue d'improvisation. La soirée aura lieu le 19 janvier 2019 au Cégep de Jonquière, à la salle polyvalente où se déroulent les parties de la saison régulière de la Ligue. Et de quelle manière se déroulera la partie? La soirée se déroulera comme à l'habitude. L'entrée sera gratuite et tous sont invités à participer à la partie. Les deux équipes s'affronteront en effectuant des improvisations dans le décor traditionnel de la Ligue d'improvisation étudiante de Jonquière. Qui pourront-nous voir performer lors de la soirée? L'équipe tournoi actuelle de la Ligue performera. Elle est composée d'Alex Dinet, Olivier Gadory, Guillaume Lessard, David Michaud, Victoria Rose et Alex Tremblay. Pour l'équipe des anciens, nous ne connaissons pas l'alignement, excepté pour une personne, cette personne étant Daniel Malenfant. C'est d'ailleurs lui qui est le porte-parole de la soirée des 25 ans. C'est un ancien joueur de la LNI, la Ligue nationale d'improvisation. Il est cofondateur et ancien joueur de la Liège également. Qui est à la tête de l'organisation de la soirée? C'est Alex Tremblay, qui est étudiant en arts et technologies des médias et qui est un joueur de la Liège, qui est à la tête de l'organisation de l'événement, accompagné d'Alex Dinet et de Philippe Tremblay-Perrotte, également étudiant en ATM et membre actuel de la Liège. Et pour quelle raison a-t-il voulu créer un événement de la sorte? L'idée d'organiser un événement de la sorte lui est venue suite à un tournoi d'improvisation à l'extérieur où il a réalisé que l'histoire de la Liège est méconnue, contrairement à d'autres cégeps. Alex Tremblay a d'ailleurs affirmé qu'il voulait le faire car la Liège ne connaît pas son histoire. Le jeune homme a donc débuté les démarches nécessaires auprès du personnel du cégep pour accueillir une soirée de la sorte. Y aura-t-il quelque chose de spécial lors de la soirée pour l'occasion? Une exposition avec des archives sera présentée lors de la soirée. Des médias seront présents pour couvrir l'événement et quelques surprises sont à prévoir lors de la partie. Pouvez-vous nous rappeler les informations importantes à retenir pour cette soirée? Oui, et la soirée aura lieu le samedi 19 janvier 2019 au Cégep de Jonquière. L'entrée est gratuite et l'événement est ouvert à tous. Parfait. Merci beaucoup, Léonie. Ça fait plaisir. Maintenant, nous allons parler de l'Halte des Lumières avec Anne-Laurie Gaudreau. Bonjour, Anne-Laurie. Allô. Alors, aujourd'hui, tu nous parles d'une nouvelle initiative pour l'Halloween. Oui, donc mercredi, le 31 octobre, le soir d'Halloween, c'était la première édition des Haltes des Lumières à Alma. En quoi consiste cet événement? Premièrement, c'était organisé par l'Église urbaine d'Alma, plus précisément par Eddie Friolet et Véronique Otis, qui, eux, ont pour but de servir leur communauté. Donc, ils ont vu la fête d'Halloween comme une occasion en or pour le faire. Donc, ils ont décidé d'organiser une foule d'activités dans le stationnement de la Plaza d'Alma, qui est un gros centre commercial de la ville. Donc, ils ont organisé des jeux pour les enfants. Il y avait du chocolat chaud, du café, des hot dogs et un bon feu pour se réchauffer. Est-ce que c'est la seule ville qui le fait? Pas complètement. Je m'explique. L'idée des jeux vient de Chicoutimi, qui, eux, font une kermesse à chaque année. Donc, ils organisent des jeux pour les enfants qui donnent des bonbons, puis il y avait du chocolat chaud. Mais le nom Halte des Lumières vient de Sherbrooke, qui, eux, offrent seulement leur maison pour offrir un accès facile aux toilettes, ainsi qu'un breuvage chaud pour se réchauffer. Et pourquoi ça s'appelle Halte des Lumières? J'imagine qu'il y a un but à ce nom-là. Oui, en effet. Donc, on comprend qu'une halte, c'est un arrêt. Donc, c'est une place pour que les gens puissent arrêter pour récolter des bonbons. Puis, pourquoi des lumières? Eh bien, c'est parce que la fête d'Halloween est reconnue pour son côté sombre et effrayant. Donc, ils voulaient apporter un petit peu de lumière à cette fête en la rendant amusante et familiale. C'est vraiment une belle initiative. Est-ce que ça va avoir lieu l'an prochain pour ceux qui n'ont pas pu y aller cette année? Oui, évidemment, les organisateurs aimeraient beaucoup pouvoir le refaire, mais il va leur falloir beaucoup plus de bonbons parce que je suis restée jusqu'à la fin et ils ont tout vidé. Il y avait un énorme bac de bonbons et il n'y avait plus rien à la fin. Donc, il va falloir plus de bonbons et également plus de bénévoles pour avoir plus de jeux. En effet, j'ai remarqué que le nombre de maisons décorées a diminué de plus en plus. Ça a sûrement aidé au fonctionnement de l'événement. Ah oui, c'est sûr. J'ai interrogé beaucoup de parents et ils nous ont dit en majorité que les nombres de maisons à Alma diminuent sans cesse. Donc, ça a surtout aidé pour leur signe de popularité. Merci beaucoup, Anne-Laurie. Ça fait plaisir. Maintenant, nous allons parler d'un nouveau groupe de musique avec Sydney McFadden. Bonjour, Sydney. Bonjour, Mégane. Alors, comment se nomme le groupe musical? En fait, elle se prénomme Éléphant orphelin, dû en fait à l'émission Camelot qu'on pouvait retrouver sur les chaînes télévisuelles.
Et combien de musiciens forment le groupe? Il est formé en fait de 5 musiciens, tous étudiants en arts et technologies des médias au Cégep de Jonquière. Alors, il y a entre autres Guillaume Potvin, Danaï Simard, Laurie Juteau, Chloé Doucet ainsi que Frédéric Bédard. Et quels sont les instruments joués dans le groupe? En fait, ils jouent principalement de la guitare, du piano, du chant et du ukulélé à l'occasion. Et quel style de musique jouent-ils? Principalement, ils jouent dans le domaine du jazz, mais en fait, ils s'amusent avec les styles musicaux et il n'y a pas de style précis. Ont-ils déjà participé récemment à un événement musical? Oui, en fait, ils ont participé à Cégep en spectacle au Cégep de Jonquière, mais ça s'est résolu par un échec. Mais en fait, justement, dû à un manque d'organisation et aussi parce qu'ils se concentraient trop sur la composition de leurs chansons. Et comment va-t-il leur avenir musical? En fait, de façon très positive, dû au fait qu'ils se considèrent tous avoir le talent nécessaire pour percer dans le domaine, mais aussi puisqu'ils vivent tous, en fait, dans des contrées différentes dans le domaine québécois et aussi dû au fait qu'ils ont beaucoup de contacts dans le milieu. Vont-ils se présenter dans un avenir proche sur une scène? Pas pour l'instant, je te dirais, parce que, justement, ils veulent se concentrer dans la composition de leurs chansons. Et comment le band s'est créé? En fait, c'est vraiment un concours de circonstances. D'abord, Guillaume Potvin, le guitariste du groupe, a en fait écrit sur les réseaux sociaux son désir de composer un groupe musical. Et justement, quelques musiciens lui ont répondu. Alors que pour le reste des musiciens dans le groupe, eh bien, ils se sont rencontrés dans les activités d'intégration au début de l'année scolaire. Et ils se sont dit, « Hey, veux-tu faire partie du groupe musical? » Ils ont répondu « Oui. » Et voilà, elle est fort orphelin. Et connaissez-vous le titre d'une de leurs chansons? Oui, en fait, ils en ont une seule et ça s'appelle « Éléphant orphelin ». Ça parle principalement de leur sentiment de se sentir éléphant orphelin lors de leur entrée au cégep cette année. Merci beaucoup, Sydney. Ça fait plaisir. Maintenant, nous allons parler du festival 2 jours à vivre avec Rosalie Fitzmaurice. Bonjour, Rosalie. Allô? Alors, en quoi consiste le festival 2 jours à vivre? Le Festival 2 jours à vivre, c'est vraiment une création des élèves du programme Arts et métiers de la scène de la Polyvalente Jonquière. Donc, ils créent de petites scénettes vraiment de A à Z, autant au niveau de l'écriture qui débute dès le début de l'année, puis par la suite, évidemment, la mise en scène. Mais, par contre, ils ont un thème imposé, puis cette année, c'est l'hôpital. Par la suite, toutes les équipes vont passer en audition pour seulement choisir 8 ou 9 équipes qui vont vraiment regrouper le festival final. Puis d'ailleurs, c'est le 27 février cette année que ça se passe. Puis évidemment, leur enseignante de théâtre, Mme Nathalie Pelletier, les aide vraiment tout au long du processus de l'année. Et que représente ce projet pour les élèves? Après la rencontre, ils ont tous affirmé que ça représentait davantage qu'un simple projet scolaire. Donc, toute la classe s'est entendue pour dire que c'est une occasion de s'exprimer, une belle expérience rassembleur qui serre les liens, puis un bon stress que tout le monde devrait avoir. Et pour l'enseignant de théâtre, qu'est-ce que ça représente? Au niveau de l'enseignante, c'est un peu le même principe que ses élèves. Donc, elle exprime que ce projet lui tient vraiment à cœur. Puis aussi, ça l'épate à chaque année de voir les élèves vraiment se surpasser de plus en plus. Puis elle a d'ailleurs dit, « Je prends ce projet sous mes épaules, je me mets à leur place. » Et est-ce que cet événement attire beaucoup de personnes? Oui, ça attire vraiment beaucoup de personnes. En fait, c'est l'événement de la Polyvalente Jonquière qui accueille le plus de personnes tout au long de l'année. Puis, il y a 2 ans, 200 personnes ont été vraiment refusées à l'accueil. Ils ont tous arrivé à la Polyvalente Jonquière et ont dû repartir à la maison. Puis, il faut tenir en compte que l'auditorium peut déjà accueillir 400 personnes. Et malgré le fait que ce festival soit une compétition, est-ce que les élèves le voient comme tel? Non, les élèves le voient plus d'une façon vraiment de s'entraider, puis vraiment aller à leur maximum de capacité. Merci beaucoup, Rosalie. Merci. Maintenant, nous allons parler du vestiaire pour hommes avec Maxime Tremblay-Gauthier. Bonjour, Maxime. Allô? Alors, c'est quoi la marque École de pensée? École de pensée, dans le fond, c'est une marque indépendante qui a été créée par quelques étudiants basés à Montréal. Donc, ce qui fait de cette marque-là quelque chose de différent des autres, c'est que c'est exclusivement masculin. Puis ça a fait un long chemin depuis 4 ans. Et pourquoi ont-ils choisi ce nom? Bien, parce que lui et ses collaborateurs, quand ils étaient jeunes, ils cherchaient dans les friperies un style qui leur ressemblait à eux. Et ils ne trouvaient jamais rien, donc ils se sont dit, on va créer quelque chose à nous, qui nous ressemble nous. Et ils ont passé à l'expression philosophique « école de pensée », qui signifie on pense tous de la même manière et on a tous un mouvement artistique semblable. Et en quoi École de pensée est une marque unique en son genre? Ils cherchaient vraiment à créer quelque chose de qualité au détriment de la quantité, contrairement à ce qu'on voit toujours. Et à chaque collection, ils voulaient que ça s'agence pour que ça fasse un effet d'évolution. Et chaque tissu venait d'Italie ou du Portugal. Donc, ils n'ont jamais vraiment visé local pour réussir dans le domaine de la mode. Et à qui s'adresse cette marque de vêtements?
C'est vraiment des vêtements luxueux. Il y a une belle coupe, c'est tout le temps humble, mais il voulait vraiment créer quelque chose de passe-partout. Donc, il cherche vraiment à attirer tout le monde, le grand public. Donc, ici, on parle des baby boomers qui veulent ajouter comme une petite touche de croquant dans leur garde-robe, autant que les jeunes comme vous et moi. Et où sont-ils rendus dans leur parcours et où pouvons-nous les trouver? Depuis toujours, c'est des jeunes ambitieux et ils cherchaient toujours à viser la terre. Donc, comme je l'ai dit, ils n'ont jamais vraiment visé local. Donc, ils voyagent tout le temps à New York, à Paris, à Londres. Ils ont été demandés au Festival de la mode à Londres pour les nouveaux talents. Donc, on voit qu'ils sont rendus quand même assez haut et on peut les retrouver chez Simons à Québec. Et comment des jeunes d'ici ont réussi à se tailler une place dans le monde de la mode? Bien, c'est dur de se baser, de bâtir sa crédibilité dans le domaine de la mode. C'est sûr qu'il faut que tu gravis les échelons. Il n'y aura jamais vraiment personne qui va te parler dans un événement de la mode si tu n'arrives pas en Porsche ou en Lamborghini. Donc, c'est sûr que ça a pris quand même du temps. Créer leur premier vêtement, ça a pris quand même 1 an. Donc, on voit que c'est vraiment un processus qu'il faut mettre en place avec les années. Merci beaucoup, Maxime. De rien. Alors maintenant, nous allons parler du nouveau livre de Basiru Yameogo avec Kenza Shafik. Bonjour, Kenza. Bonjour. Alors, de quoi parle le livre de M. Yameogo? Donc, M. Yameogo parle d'une triste histoire qu'il a vécue il y a 4 ans, en juillet 2014. Il explique la tragique mort de sa femme et son fils dans un écrasement d'avion de la compagnie aérienne d'Air Algérie. Il nous partage son arrivée au Saguenay, de la préparation de l'arrivée du reste de sa famille au Canada. Et il nous partage également la façon dont il a vécu son deuil, de ses réflexions sur la vie et la mort, et aussi de sa vie suite à son accident. Il explique également la fondation qu'il a mise sur pied, la fondation Bouba Ekadi, suite au nom de sa femme et son fils, qui a pour but de venir en aide aux orphelins et veuves du Burkina Faso. Et pourquoi a-t-il écrit ce livre? Il écrit principalement pour préserver la mémoire de son fils et de sa femme. Il décide également de partager son histoire puisque c'est quelque chose qui fait désormais partie de lui. Et aussi, c'est une sorte de thérapie pour lui et ça lui permet de vider son cœur dans celui-ci. Il dit également qu'il a décidé de transformer sa peine en quelque chose de positif. En bref, ce livre, ça lui a vraiment permis de s'exprimer sans barrière. Et quelles ont été les répercussions suite à sa publication? Suite à la publication, ses commentaires se font très positifs. Il affirme que plusieurs lecteurs lui ont affirmé que le livre était très touchant et parfois même choquant. Il a remarqué que le mot résilience ressortait beaucoup suite à la lecture. En somme, les lecteurs sont vraiment touchés et satisfaits du livre. A-t-il eu l'aide de professionnels dans le processus de l'écriture? Oui, il a eu l'aide de Publications Saguenay. C'est une petite compagnie qui offre aux nouveaux auteurs, comme M. Basiru Yameogo, de les aider dans la démarche de l'écriture et de l'auto-édition. Est-ce que Basiru Yameogo a de futurs projets? Oui, il m'a mentionné que ce livre, c'était un premier livre d'une série de 2 et qu'il devait attendre pour la publication du 2e livre suite à quelques complications. Puis, c'est vraiment qu'un début pour lui. Merci beaucoup, Kenza. Merci à vous. Alors, c'est ce qui conclut notre émission sur le plateau. Je tiens à remercier mes journalistes Kenza Shafik, Maxime Tremblay-Gauthier, Rosalie Fitzmaurice, Sydney McFadden, Anne-Marie Gaudreau et Léonie Roy. Donc, je tiens aussi à remercier vous, chers téléspectateurs, d'avoir été présents et on se retrouve à la prochaine édition l'année prochaine.